Bonsoir à tous, il est 18h et oui, nous sommes dimanche, c'est le Club Objectif Gare en version de débat avec nos sociétaires qui débarquent pour la dernière de la saison. Et malgré le fait que nous sommes le dimanche, il y a le bloc-notes de François Martin. Et bonsoir François. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Merci beaucoup François d'être là, d'être venu un dimanche dans cette émission. Il faut le faire, hein. Exactement, on est ravis de vous avoir dans l'émission pour votre bloc-notes comme chaque semaine où il va être question des cheveux d'Éléonore, d'ordre moral et de lent déclin. On va démarrer avec le Nîmes Olympique, je crois. Oui, Nîmes Olympique, c'est comme les cheveux d'Éléonore, Abdel. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On pensait avoir tourné la page des années à ça, vous savez, ranger le chaos au rayon des mauvais souvenirs et ouvert enfin une ère plus apaisée. Trop beau pour être vrai. À peine le calme installé, voilà que le feuilleton repart de plus belle et pas avec des figurants. Vous l'avez vu cette fois, Emiliano Marco sort du bois et vise le nouveau président ainsi que le fameux directeur sportif. Alors, je me suis juste trompé dans mes notes. Oui, le nouveau directeur sportif, je disais, résultat, le vernis de la reconstruction sereine s'écaille déjà. On n'est pas encore dans l'incendie, mais on sent nettement l'odeur du cramé, vous savez. Et voilà le club à nouveau avec le feu aux fesses. La reconstruction, toujours en course, oui, mais visiblement sans permis et avec quelques fissures structurelles. Le plus fascinant, Abdel, c'est cette capacité presque artistique à transformer chaque accalmie en simple entracte. Le rideau tombe, les lumières se rallument et il y a toujours un acteur qui revient sur scène pour relancer la pièce. Le public lui reste fidèle, il est aux Antonins, il est assis sur son siège et il est fidèle, mais même s'il connaît déjà les répliques. À force, le Nîmes Olympique n'est plus seulement un club en difficulté, c'est un genre littéraire à part entière, une chronique feuilletonesque où les rebondissements arrivent plus vite que les victoires. Et la prochaine saison, me direz-vous, elle n'a pas encore commencé car ressemble déjà à une rediffusion. Au fond, les crocos ne brillent pas uniquement sur le terrain. Leur véritable championnat, c'est celui où l'on tourne en rond, en prétendant aller de l'avant. On parle à présent du Rassemblement national qui promet de rétablir l'ordre. Oui, l'ordre. On commence à comprendre l'ordre moral, surtout. À Carpentras, par exemple, on ferme le robinet du planning familial. Trop d'informations, certainement, trop d'autonomie, trop de femmes qui décident sans demander la permission. À ce rythme, l'émancipation finira classée en dépenses superflues. En région Occitanie, j'ai lu dans notre chronique, même logique, les élus RN votent contre un vœu sur la santé des femmes au travail. Endométriose, troubles hormonaux, maladies chroniques. Manifestement, tout ça est hors logiciel. La femme au travail, oui, mais si elle ne fait pas trop de bruit. Et pendant ce temps, à Bagnols-sur-Cèze, à Vauvert ou à Carcassonne, et ailleurs d'ailleurs, on taille dans les budgets culture avec une régularité de métronome. Subventions rabotées, structures fragilisées, création priée de se faire discrète. Bref, même refrain, dès que ça pense, que ça crée, ou quand ça dérange un peu, ça devient soudain accessoire. Une société bien tenue, bien cadrée, bien rangée, où l'on ferme des lieux, des bouches et au passage quelques fenêtres. Le plus ironique, c'est que tout cela se fait au nom du peuple, mon cher Abdel. À défaut d'élever le débat, on abaisse le plafond. Car après les subventions, ils finiront peut-être un jour par supprimer les idées. Ça prend moins de place. Et on termine avec la CCI qui refait parler d'elle. Oui, la CCI de Nîmes, j'ai vu, inaugure ses nouveaux locaux pendant qu'elle négocie d'ailleurs les restes de son aérodrome à dos, aux portes d'Alès. Très bon article d'un de nos journalistes alésiens. Tout à fait, qui est plein d'informations. D'un côté le ruban, de l'autre le sparadrap. Mon cher Abdel, il fut un temps pourtant où la maison consulaire pesait son poids de béton et d'influence. Port Camargue, immobilier stratégique, participation dans bon nombre d'équipements, comme l'aéroport, et même, c'est moins connu, la gestion du pont du Gard, figurez-vous. Un petit capitalisme local influent et prospère. Au fil du temps et des gouvernances, la CCI du Gard a soldé son histoire comme on écoule les invendus d'une fin de saison. Certes, Paris a serré la vis, les réformes à la clé et les budgets rabotés, mais dans le Gard, on a surtout assisté à un lent numéro d'équilibristes sans filet. Des décisions tardives, un cap incertain et diverses gouvernances au fil du temps, aussi opaques qu'un comité central du PCF version marché. Vous savez. Oui, à ce point-là. Voilà. À force de vendre pour tenir, la CCI a fini par ne plus rien tenir du tout. D'acteur central, elle est devenue figurante. Elle ne structure plus, elle accompagne. Elle n'impulse plus, elle valide. Elle n'est plus un moteur, à peine un tableau de bord, je dirais, et encore sans les aiguilles. Et pendant qu'on coupe les rubans dans des locaux neufs, on évite soigneusement de regarder les fondations. Au point qu'aujourd'hui, elle inaugure encore des bâtiments, mais cherche toujours sa raison d'être.
Merci François pour votre bloc-notes qui reviendra la saison prochaine, on espère. J'espère, oui. Allez, on va présenter l'équipe de ce soir de nos sociétaires. D'abord François Tardieu, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu François. Bonsoir François. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Comment ça va François ? Ça va bien. Bon, c'est une tradition dans cette émission, même le dimanche. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité cette semaine ? Dans cette semaine, l'actualité, c'est celle des affaires juridiques et policières, notamment l'affaire Liana. J'aurais surtout retenu ça cette semaine. Et puis, dimanche dernier aussi, ce merveilleux meeting de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Denis. Allez, on va en dire un mot sur les deux sujets dans quelques instants. Bonsoir Lala. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Lala dans l'émission ce soir à nouveau. Lala, même question, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité ? J'ai retenu surtout cette affaire-là de cette petite Liana. Et aussi, on parle beaucoup de Patrick Bruel, je trouve. Un peu trop. Et voilà, quoi. Après, on en parle beaucoup parce que Patrick Bruel, il y a quand même un paquet de plaintes ça devient un petit peu lamentable parce qu'on parle plus, on cherche toujours à trouver des fautifs et pas des solutions. Donc voilà, quoi, ça m'embête un peu. Et puis c'est Salim qui est avec nous. Bonsoir Salim. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Comment ça va Salim ? Ça va Abdel, et vous ? Eh ben écoutez, très bien. Écoutez, c'est la dernière. On est ensemble. Je suis avec des amis, donc tout va bien. Salim, dites-nous ce que vous avez retenu dans l'actualité cette semaine. Deux petites choses rapidement. La première, c'est déjà cette semaine, il y a eu la CCI, donc la Maison d'entrepreneuriat, qui a fait un très bel événement. Franchement, j'y ai participé. L'inauguration de la Maison des entreprises. Voilà, franchement, c'était hyper intéressant. Toute la diversité de choses qu'ils peuvent proposer là-bas. Et la deuxième chose, c'était un peu marrant parce qu'en fait c'était un des rendez-vous que faisaient avec les habitants, donc le maire Monsieur Bouger. Bonjour Nîmes. Voilà, c'est ça. Et un des prénoms qui est ressorti, c'était les crottes de chiens sur la route. Donc je me dis, si les Nîmois, leur problème c'est les crottes de chiens, c'est que ça va. En vrai, dans la ville, on est bien en fait. Merci beaucoup Salim. Et c'est Claire Starozensky qui fait son retour dans cette émission. Bonsoir Claire. Et bonsoir. Ça faisait un moment que vous n'avez pas vu dans cette émission. Claire, vous allez bien ? Je ne suis jamais invitée, donc je suis obligée de m'inviter moi-même. Bon, en tout cas, on est ravis de vous avoir dans l'émission ce dimanche avec nous. Claire, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité cette semaine ? Jérém Star peut-être ? Ça serait peut-être plutôt ce que je n'ai pas retenu. On parle plus de Gérard Miller. C'est pas bizarre. On parle plus du Détroit d'Ormuz. Bizarre. Hein. On va en reparler là. Hein. Et voilà. Et alors bien sûr, effectivement, l'affaire Jérém Star. Il avait quand même pris 40 heures de garde à vue pour avoir soi-disant perturbé une corrida alors qu'il a sauté dans l'arène. Il faut les sauter les palissades quand même, il faut être courageux. Il a été acquitté. La corrida. Quand on se pointe à l'intérieur d'une enceinte pendant un spectacle. Alors, il y en a pas beaucoup. Le mot perturbation, je ne vois pas quel est le bon. Il n'y en a pas beaucoup qui prennent 40 heures de garde à vue pour avoir sauté une palissade et être resté 2 minutes sur une piste. Mais est-ce que vous trouvez ça bien que la sortie du tribunal, ils disent bon, mais maintenant la porte est ouverte pour aller perturber toutes les corridas Il est dans son rôle. Donc il dit ce qu'il a envie de dire. Moi, ce qui m'a quand même frappé dans cette affaire, c'est ses soutiens. Ce sont ses soutiens. C'est absolument délirant. Ce qui s'est passé. Enfin, hier, je n'y étais pas, je n'ai pas souhaité y aller, mais j'étais là à l'audience, la première fois, et quand j'ai vu cette marée humaine, de ces gens qui sont... c'est presque Mélenchon, quoi, et ils sont là, c'est presque un gourou, donc ils sont complètement obnubilés par il peut dire ce qu'il veut, est-ce qu'il fait ils du vont bien à le suivre. votre cause ou pas ? Claire, parce qu'à la fin, c'est ça le plus important. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, toi, tu réussis à faire arrêter les corridas. J'ai fait interdire les corridas à Pérols l'an dernier. J'ai fait interdire la corrida dans le sud-ouest cette année. Bon, on a 4 articles de journaux. Et lui, il arrive avec ses followers, et c'est la folie. Il a les télés, il a les médias, Moi, je sers à quoi, finalement, en faisant interdire des corridas ? Donc ça fait quand même poser question. On est dans cette ère de l'image, on est dans cette ère des influenceurs. C'est vrai, vous avez raison, c'est et moi, ça Claire. me terrifie. Ça me terrifie. Et c'est Olivier Jalaguier qui est avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Comment ça va Olivier ? Ça va très bien. Bon Olivier, qu'est-ce que vous avez retenu ? Juste rebondir oui, sur allez-y, je vous en prie. Dire, Claire, parce que c'est très important.
Moi aussi, ça me terrifie. Je mène pas on est amis, mais je mène pas le même combat que Claire. Non, toi, tu es plutôt de l'autre côté. Je suis de l'autre côté, je suis aficionado, mais on se respecte. Et là, on a face à nous une nouvelle opposition. Une opposition qui est animée par d'autres. C'est pas la tauromachie, c'est autre chose. Ça va au-delà. Ça va sur une conception de la société, une conception qui est faite de followers, justement, et de plus je provoque, plus j'ai de followers. Et plus j'ai de médias, on est dans une autre recherche. Quand un procureur classifie cet événement comme un événement sportif, mais jamais la tauromachie s'est classifiée comme un événement sportif. Ouais, peut-être les courses camarguaises, mais non, on estime que c'est de la culture. Nous. Pas un événement sportif. Ça n'a rien à voir avec du sport. Olivier, la corrida, c'est rien. Je suis désolé. Tu sais que c'est ni culture, ni sport. C'est considéré comme rien. Allez, vous n'allez pas débattre. Pour toi, oui. On va pas faire le débat. On avance. Pour toi, oui. Je t'ai pas coupé sur la mais pas pour le gouvernement. Je t'ai pas coupé là-dessus. D'accord. Voilà, moi je considère que c'est de la culture, mais comme nombre d'aficionados. Mais voilà, là on est sur un autre débat. Bon, est-ce que vous avez retenu autre chose? Ce que j'ai retenu, c'est ce que vient de dire François à l'instant. Et on est sur un débat, et je ne peux pas laisser dire François ce qu'il vient de dire. C'est un procès d'intention qu'il a fait sur la CCI, notamment. J'ai été vice-président de la Chambre de commerce. Je me suis opposé à Éric Giraudier. Je suis aujourd'hui son ami. Et honnêtement, ce qu'on dit aujourd'hui là sur la Chambre de commerce, c'est un procès d'intention. Je rappelle l'histoire. Je t'invite François. Olivier, tu connais bien la CCI, donc tu sais bien le poids que c'était à l'époque. Oui, d'accord. Mais si on rappelle le poids que c'était à l'époque et si on rappelle ce que c'est aujourd'hui, avec les résumés qui sont faits et les rapides. Il faut de faire des résumés. Il faut rappeler ce que l'État a voulu faire des CCI. Je rappelle la que CCI Occitanie a voulu faire des CCI départementales. Aujourd'hui, il y a 90 personnes mobilisées qui se battent au quotidien pour remplir une mission d'État. Je dis pas le contraire. Non, mais c'est important de le rappeler parce que le travail qui est fait, c'est un petit peu humiliant pour les gens qui y travaillent. Mais c'est pas l'objet de la chronique. Mais bon. L'objet de la chronique, c'est de rappeler ce que ça a été. Je veux rappeler que la Chambre... Ça détenait beaucoup de choses quand même, Olivier, on ne peut pas dire le contraire. Pardon ? La CCI détenait beaucoup de choses. À l'époque, il y avait des équipements stratégiques très importants, c'est ce qu'a rappelé François. Est-ce qu'on rappelle tous les jours ce que l'État français était il y a 20 ans et ce qu'il est aujourd'hui ? Ils avaient les autoroutes à l'époque. Vous voulez qu'on le rappelle ? Ils avaient les autoroutes. Le pouvoir qu'avait un président de la République, ce qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'on le rappelle tous les jours ? Alors moi, c'est simplement le seul événement que j'ai retenu de la semaine, un seul. Et prêtez-moi s'il vous plaît, n'y voyez aucune connivence avec quoi que ce soit. Moi, je suis désolé, mais quand je vois un samedi après-midi, 14h, avec ce que vivent aujourd'hui les commerçants en France, le commerce souffre, les entrepreneurs souffrent. Et quand on voit à 14h qu'on autorise une manifestation, quelle qu'elle soit, à traverser Général Perrier, pour bloquer l'ensemble du centre-ville, je suis scandalisé. Et je demande des comptes au préfet. Comment se fait-il, que je respecte au demeurant énormément, comment se fait-il qu'on ait pu autoriser une telle manifestation qui avait honnêtement aucun degré de violence. La manifestation est libre aujourd'hui en France, Olivier. On peut quand même manifester en France, même un samedi après-midi. Que ça convienne ou pas aux commerçants. On demande le droit d'utiliser Général Perrier. Et le préfet l'autorise ou pas. Ah, excusez-moi, mais... oui, mais interdire une manifestation, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Oui, on n'est pas obligé de l'interdire, on peut modifier le parcours. Ah oui, on peut modifier le parcours. Quand on connaît l'importance de l'artère Général Perrier, quand on connaît l'importance de l'artère Général Perrier dans le cœur du commerce nîmois, samedi après-midi qui je suis d'accord avec vous. Alors moi, je compatis avec les commerçants nîmois. Merci Olivier, ça démarre bien, c'est parce qu'on est dimanche que les esprits s'échauffent. On y va François avec le premier sujet de ce soir, un sujet bien triste, mais qui a fait l'actualité toute cette semaine, c'est la triste affaire Liana. Ça va pas calmer les ardeurs des uns et des autres. Hein. C'est une affaire qui dépasse, on le sait désormais, le cadre du fait divers, pour devenir un cas d'école, notamment des défaillances de l'appareil judiciaire. Alors entre décisions contestables, inertie préoccupante et manque de coordination, la magistrature se retrouve directement mise en cause aujourd'hui. Dans son sillage, les responsables politiques s'engouffrent, oscillant entre indignation opportuniste pour les uns, silence stratégique, chacun tentant parfois de tirer profit d'un drame qu'ils peinent pourtant à regarder en face. L'exécutif promet
Les élus commentent, mais rares sont ceux qui interrogent leur propre part de responsabilité dans un système manifestement à bout de souffle. Car au-delà des fautes individuelles, c'est bien une chaîne entière de dysfonctionnement qui apparaît. Comme des réflexes institutionnels, l'émotion publique risque une fois encore de se dissoudre sans conséquence. Il faut espérer que l'Ayana, elle mérite autre chose qu'un énième emballement suivi d'oubli. On va en discuter ce soir. Lala. Ouais, moi j'ai été touché quand même. J'ai l'impression que j'arrive pas à sortir les mots, mais moi je pense que il faudrait que tous les partis s'unissent pour trouver des solutions. Au lieu de tirer la couverture vers soi, je parle de tous. Moi, je crois qu'on est plus adepte à trouver une solution que de trouver, d'essayer de trouver qui est coupable. Parce que chaque fois qu'il arrive un tel drame, on cherche à savoir qui est coupable. Il faut le faire, il faut le faire. Mais après, il y a un temps pour ça. Et puis après, il faut parler et faire en sorte que les choses s'améliorent, qu'on puisse travailler, qu'on puisse changer les choses, des choses principales pour que ça n'arrive pas, ou pour que ça n'arrive plus, ou du moins pour que ça arrive moins surtout. Et c'est vrai que là, en ce moment, les débats, moi, franchement, ils me font de la peine. Salim. Moi, vous savez, Abdel... Moi, ce que je trouve regrettable dans tout ça, c'est que je trouve que en France, on est trop dans l'émotionnel. Ça, les soucis d'agression sexuelle, de viol, etc., ça date depuis très très longtemps. Et même quand on réécoute des artistes qui chantaient dans les années 80, etc., ils le disaient, mais normal dans leur musique, voilà, la manière de se comporter avec des petites filles. Voilà, heureusement. Moi, pourquoi je dis un peu dans l'émotionnel ? Parce que moi, ça fait depuis que j'ai 19 ans que je travaille dans les foyers. C'était même mon premier travail. J'ai commencé à travailler au foyer de l'enfance et j'ai fait un nombre incalculable de fois qui sont dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Gard. Et chaque foyer que j'ai fait, chaque groupe sur lequel j'étais éducateur et responsable, il y avait des enfants victimes de viol. Voilà. Et donc, je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens autour de ce plateau et ceux qui nous écouteront, mais dans ces cas de figure, des fois, c'est mieux qu'il y ait un décès après plutôt que de vivre avec. Parce que moi, j'ai été éducateur pour des enfants victimes de viol qui, par la suite, se transforment après en prédateurs. Et que derrière, on se disait, mais même ce gamin-là, donc soit en foyer, on peut soit quitter à 18 ans, soit quitter à 20 ans, parce que parfois on peut être mis en appartement, et après, on se dit, mais qu'est-ce que vont devenir moi, le jeune que j'avais, je me dis, qu'est-ce qui va dans la société, ce jeune ? Quand il va grandir, moi je me disais, je vais le voir à BFM TV, c'est sûr, dans 6 ans. Mais on entend ce que vous dites, Salim. Après, la question, elle est plutôt sur la responsabilité aujourd'hui de la justice et du processus, bien évidemment, qui a conduit à ce que cet homme soit jamais entendu. Moi, un exemple. Et on rappelle quand même qu'il est meurtrier présumé. Bien sûr. Il n'a pas avoué, il n'est pas passé devant le tribunal. Pas plus tard qu'il y a 1 an, je travaillais dans un foyer dans les Bouches-du-Rhône. J'étais référent d'un jeune victime. Il mettait des couches, pour vous dire à quel point c'était hard. Donc son grand-père qui était auteur des faits, il a pris 2 ans et 18 000 euros d'amende. Voilà, pour vous dire. Donc c'est pas quelque chose qui existe que depuis cette affaire-là. Non. Voilà, il y en a un nombre incalculable. Ensuite, dans ce foyer dans lequel je serais dans les Bouches-du-Rhône, coupure de budget du département de 430 000 euros. Donc ça veut dire que on connaît aussi les histoires qu'il y a à Marseille, la prostitution pour les jeunes filles, c'est énorme, toutes les jeunes filles qui se prostituent. Donc on commence à avoisiner les agressions sexuelles aussi dans le voie de la prostitution chez les mineurs. Mais pour vous dire aussi qu'il n'y a pas que le côté justice, il y a aussi le côté financement des départements qui eux financent l'ASE, donc voilà, qui sont les financements dans les foyers, et qui a des grosses coupes budgétaires, et du coup moins d'éducateurs, moins d'encadrants, etc. Donc il y a la condamnation voilà, pour les auteurs des faits, mais aussi l'accompagnement donc de ces enfants qui ont été victimes. Il y a des vrais problèmes à ce niveau-là. Olivier, c'est un sujet qui est complexe, qui est difficile. On ne va pas en parler pendant 1 heure non plus. Je voulais quand même obligatoirement vous faire réagir sur le sujet parce que c'est au centre de nos préoccupations dans notre pays cette semaine. C'est un vaste problème. Il y a un problème de moyens déjà de la justice, très clairement. Moi j'ai lu que la justice en France c'est... me semble-t-il 80 euros par Français ou 800 euros par Français, 1400 euros. Le rapport est de 80 pour 140 par rapport à l'Allemagne. Donc ne serait-ce que par rapport à l'Allemagne. Donc c'est colossal. On a un retard terrible en termes de budget, mais on est une France qui s'appauvrit. Et quand on s'appauvrit parfois. C'est les choix qu'on fait. La politique, c'est ça, c'est faire des choix. Donc moi, j'entends tout à l'heure aussi François qui parlait du planning familial et du Rassemblement national sur ses choix sur le planning familial. Mais il faut voir aussi le planning familial. S'il y a des choix qui sont faits sur le planning familial, c'est parce qu'il y a des Français majoritaires, pas majoritaires, excusez-moi, Français
largement proportionnés, on va dire, qui votent pour ces partis-là, parce que ils apportent un éclairage sur ce qui se passe. Le planning familial, il faut y aller sur les... Je sais pas si François, tu y allais sur les plannings familiales, mais sur le planning familial, il y a à boire et à manger. Il faut réformer la chose. Aujourd'hui, il y a des gamines... Là, il ne s'agit pas de réforme, on peut les vivre, c'est pas pareil. Mais c'est pas couper les vivres. Il faut... Non, il y a... Ah ben la subvention municipale elle est importante, Olivier. Mais il faut... C'est une association locale. Attendez, je suis pas l'avocat du Rassemblement National. Simplement... Pas loin quand même. Hein. Pardon ? Parce que j'entends là tout de suite, pas loin quand même. Oh, écoutez, monsieur, vous ne me faites pas un procès d'intention, d'accord ? Moi, j'exprime mes idées. J'exprime mes idées, vous ne me faites pas de procès d'intention, d'accord ? Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole infuse, vous n'avez pas la morale, d'accord ? J'ai mes idées, vous avez les vôtres. Et les vôtres sont malsaines. C'est pas beau. Allez, je continue. Allez, on se reconcentre sur notre sujet. Aujourd'hui, il y a des adolescentes qui, au planning familial, considèrent que la contraception, c'est prendre la pilule du lendemain. Et en permanence, on est abreuvé de ça. Donc il faut mettre un terme à ça, à cette culture-là. Il faut remettre à plat le problème et leur apporter une culture différente. Il y a un problème d'éducation en France, il y a un problème de santé, il y a un problème de justice, il y a un problème de moyens en France. Donc il faut remettre les rouages d'une économie normale qui vit avec des finances de l'économie qui apporte de la valeur ajoutée et qui permet de financer une économie pour la santé, pour la sécurité, pour l'éducation. Oui, Olivier, on entend, mais en même temps, aussi, si on part dans le principe qui est le vôtre, c'est quand même de dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui, et quand on prend une décision comme ça a été le cas et que l'a rappelé François, c'est qu'on enlève pour tout le monde, y compris pour ceux qui vont au planning familial parce qu'ils sont dans des situations de danger pour leur santé. Moi, je condamne pas les gens qui vont au planning familial. Je condamne les politiques qui n'ont pas réformé le planning familial. On l'a entendu. Et dernière chose que je voudrais rajouter par rapport à l'affaire de la petite Liana, regardez ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Qu'est-ce qui s'est passé ? On veut changer les choses. Aujourd'hui, on dit « Oh, plus jamais ça !» Mais on a entendu pareil pour Samuel Paty. « Oh, plus jamais ça !» On a même fait un film. Et le film sort et il faudrait l'arrêter. Parce qu'il est scandaleux. Parce qu'il ne faut pas montrer la vérité. Parce que ça pourrait déranger. Non mais où on est ? Dans quel pays on vit ? Claire. Moi, je pense que... Sur l'affaire de Liana. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Donc, je vais être très brève. Je suis venue ce soir. Et j'avais presque envie de te dire cet après-midi, je ne vais pas venir. Parce que, à quoi bon ? Moi, je suis désespérée. Je suis totalement désespérée qu'on ne puisse pas trouver dans ce pays des gens, un parti, qui mettent l'argent là où il faut le mettre. Parce que de l'argent, il y en a. Et qui mettent l'argent là où il faut le mettre. Alors, je suis consciente de ce que je suis en train de raconter. Je sais bien que je ne fais rien d'avancer du tout. Mais je suis désespérée. Juste une précision sur l'argent. Je vous en prie, François. Et après, on donnera la parole à François. Ça va demander beaucoup d'argent, mais je regardais un peu les chiffres et il faut savoir quand même que la justice, le budget de la justice a progressé sous l'ère Macron de 2017 à 2026 de 54%. Et c'est pas assez, on est tous d'accord. Et il y a un tel rattrapage à faire, c'est énorme. Mais notons quand même qu'il y a eu 54% de plus. Oui, on n'est pas dans cette situation qu'à cause du président Macron, bien évidemment. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire sur l'état de la justice, mais vous avez raison, François. Et il a raison de rappeler que l'Allemagne, par exemple, sur lunettes. Mais bien sûr. Allez, on écoute François rapidement parce qu'on a encore pas mal de sujets. Il y a effectivement un vrai problème financier qui est à rattraper. Aujourd'hui, juste pour s'occuper de la cause qui nous occupe là maintenant, à cet instant, il faudrait environ un budget de 4 milliards pour pouvoir commencer à avancer sur ce... Si on ne s'occupe pas de nos enfants, notre bien le plus précieux, et je crois que là, ta réflexion, Claire, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. On est vraiment dans un système, c'est vraiment quelque chose de systémique et de parfaitement politique. J'ai réécouté avant de venir les questions au gouvernement qui ont eu lieu mardi. 3 femmes ont osé soumettre ça. Il y en a une qui a dit au garde des Sceaux, en ressortant les 70 000 dossiers, n'avez-vous pas peur qu'on ressorte le vôtre ? Eh bien, moi, je trouve qu'on a dans ce pays un vrai problème moral. Si on veut vraiment s'attaquer à la racine de ce problème,
qu'est l'inceste et la pédophilie, il faut commencer par mettre en place au niveau politique, j'entends au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau de la justice, des gens totalement clean et totalement investis sur ces sujets. On va juste rappeler, je l'ai entendu François, je l'ai entendu, on va juste rappeler, puisque on est là quand même pour rappeler des situations claires et factuelles. Le ministre, aujourd'hui, à qui vous faites référence, donc Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, aujourd'hui, il n'a pas d'affaire qui est liée à de la pédocriminalité ou à des affaires d'inceste. On est attention, mais effectivement. Par contre, oui, mais attention dans au une raccourci que vous de pouvez violence sexiste et sexuelle. Oui, non, mais d'accord. Mais pour l'instant, il n'a pas été ce que je veux dire condamné. C'est qu'il est présumé innocent. Il ne sera pas condamné. C'est classé sans suite. Un classement sans suite, je le rappelle, ne veut pas dire que le supposé auteur est innocent. Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves il faut juste faire pour étayer, pour entrer en voie de condamnation. Non, mais je suis assez pointu sur ce sujet. On a compris. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Ah, pardon. J'ai pas fini. Allez-y, François, rapidement. Je pense. On parlera pas de Jean-Luc Mélenchon et du succès du meeting si vous faites tout ça. Il a de grandes qualités politiques, je ne le nie pas. Quand il était aux affaires des finances publiques, ok. Mais pour moi, un homme qui a été, ne serait-ce que soupçonné de tels faits, ne doit pas être ni à l'intérieur, ni à la justice. Ouais, mais attention, on n'est pas dans un état du soupçon en France. Brièvement, allez, rapidement, là. Voilà, les moyens sont mis pour la sécurité des Français, pour contre le narcotrafic ou quoi que ce soit. Pourquoi on n'englobe pas aussi ce problème-là? Pourquoi on n'englobe pas dans tout ça? Il y a une proposition là, de faire... C'est de la sécurité aussi pour nos enfants. Il y a une proposition de créer un fameux parquet national j'espère aux crimes sexuels. Allez, voilà. On change de sujet si vous voulez bien. On va parler de Vincent Bouget, le nouveau maire de Nîmes, et de Bonjour Nîmes. Bonjour Nîmes, oui, bonjour. Nîmes redécouvre les vertus de la démocratie participative. Comme Ségolène Royal. Bonjour Nîmes, oui, c'est vrai. Bien avant. Précurseur. Elle est précurseur, oui. C'est la version locale et revisitée, on va dire, de Vincent Bouget. Alors, ces réunions publiques affichent complet. D'après ce que j'ai lu, je ne suis pas allé personnellement. Ah, mais Coralie Mollaret y est allé, notre journaliste politique. Et flatte quand même l'image de maire à l'écoute. Alors, les démarches n'est pas ça. Rappelez, vous l'évoquez, les débats citoyens, vous savez, popularisés par Ségolène Royal à l'époque. Cette recette éprouvée vient aussi sans doute combler un vide, celui laissé par une fin de règne de Jean-Paul Fournier, marqué à la fois par l'usure du pouvoir et un net recul des espaces de concertation aussi, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas eu des concertations comme ça. Alors derrière le succès d'affluence, certains y voient un exercice de proximité sincère, bien sûr, et d'autres une mécanique bien rodée de communication politique. Les deux peuvent marcher ensemble d'ailleurs, car faire parler les habitants est une chose, transformer cette parole en décision en est une autre. Alors, entre engouement réel et mise en scène maîtrisée, la frontière reste ténue, on le sait. Derrière la mise en scène maîtrisée, une question persiste. Que devient cette parole une fois les micros coupés? Eh bien, on va demander à l'expert en communication politique, Olivier Jalaguier, qu'est-ce qu'il en pense de cette initiative de début de mandat de Vincent Bouget, le nouveau maire, avec Bonjour Nîmes. D'ailleurs, c'est plutôt pas mal le slogan Bonjour Nîmes, non? Je parle à l'expert en communication politique. Je m'en suis ouvert aux gens des cabinets que j'ai croisés par hasard, de façon fortuite. C'est une excellente initiative. Je parle purement en termes de communication. Je pense qu'ils ont tout compris sur la communication politique. On n'a rien à leur apprendre. Et il affiche son visage sur tous les murs de Nîmes. Oui, en plus. Ouais. Avec Amal Couvreur, sa première adjointe. Il faut d'abord partir du principe qu'il a été élu sur une frange minoritaire de la ville. Donc il a conscience qu'une majorité de Nîmois n'a pas voté pour lui et que sur cette majorité de Nîmois qui n'a pas voté pour lui, une majorité de la majorité ne le connaît pas. Donc il affiche son visage d'entrée de mandat, il s'affiche dans les réunions publiques, le bouche à oreille fait parler de lui et de façon très mécanique, il augmente son image et sa notoriété. Ça veut dire que tout de suite, il fait un gap par rapport à ses poursuivants. Voilà. Et ses opposants. C'est bien joué. Donc c'est très bien joué. Franchement, sur le plan de la communication, il n'y a rien à dire. Il y a peut-être aussi un désir, un désir aussi des gens d'être concertés, de parler, ce qui n'a pas été fait peut-être depuis... Non, mais moi je ne dis pas qu'il n'y a pas une volonté aussi... politique pour le coup. Politique, hein. Oui. Il y a certainement une volonté politique de faire parler, et c'est très bien. Les gens aussi ils ont besoin de ça. Après, c'est un double tranchant. Donner la parole aux gens, c'est toujours un double tranchant, parce que
comme tu le disais tout à l'heure, c'est il y a à boire et à manger. Sur les crottes de chien. Déjà les crottes de chien. L'autre, ça va être justement, je peux pas faire pisser mon chien. Il faut faire écouter. Je veux courir dans la ville. Je veux courir dans la ville dans des espaces sécurisés. De trouver le point de convergence. La difficulté, c'est de tomber dans le localisme. Voilà. François, c'est très bien joué. François, qu'est-ce qu'il en pense, lui qui avait participé à des meetings de Vincent Boucher pendant la campagne? Oui, qu'est-ce qu'il en pense? Et j'ai participé aux 5 premières réunions de Bonjour Nîmes. Je trouve effectivement... Vous êtes un vrai supporter de Vincent Boucher, non, je voulais François. voir... Enfin, j'apprécie son travail. La concertation, pour moi, effectivement, était une grande carence de l'ancienne municipalité. Et aujourd'hui, on peut critiquer si on veut. Les opposants s'opposent, c'est complètement logique. Mais le travail qu'il fait... Et d'ailleurs, on parle du maire de Nîmes. Mais sachez qu'il n'y a pas que le maire de Nîmes. Il y a les adjoints... c'est vrai. Importants, majeurs qui sont là. Mercredi dernier, vous aviez l'adjoint aux finances qui était là. Gilles Guillot, qui était sur ce plateau mercredi soir. C'est ça, mercredi soir. Et j'ai bien écouté ce qu'il dit. Et effectivement, moi, ce que j'ai pu entendre, c'est ce que lui appelle la dette grise. Les gens qui viennent... Alors déjà, c'est plein à craquer. Pour ce qui est du Palais des Congrès, ils vont reprogrammer une deuxième parce que les gens n'ont pas pu rentrer. C'est dommage qu'ils soient arrivés en retard la dernière. Il avait demi-heure de retard, il paraît, les gens étaient excédés. Alors, la dernière qui était... Les gens n'étaient pas... Il est arrivé en retard, effectivement. Ça s'est bien comblé puisque dans le programme... Je peux expliquer pourquoi il était en retard? Il était à la CCI, je crois. Et oui. C'est ça. Et pourquoi il était à la CCI? Alors là, ça, je ne peux pas... Parce que la date de la CCI avait été prévue il y a 6 mois. Et que leur réunion a été prévue il y a 3 semaines. Et donc, il a assumé ses responsabilités. Absolument. Et son équipe, puisqu'il s'agit bien de ça, son équipe a pu combler. Alors là, qu'est-ce que vous... Merci François. On avance, juste pour finir, la parole à tout le monde. Rapidement, soyez pas trop long. Sur la dette grise, c'est gigantesque ce que les Nîmois et les Nîmoises viennent dénoncer sur ce que la ville est devenue, hormis le centre-ville, le Palais des Congrès, enfin tout... La ville est sinistrée. Quand j'entends les gens parler, je vous promets, ça fait peur. Quel est votre sentiment sur cette initiative de Bonjour Nîmes avec Vincent Boucher? L'initiative est excellente. J'ai participé aussi à 2-3 meetings de Vincent Boucher. J'ai à des réunions aussi à Pissevin ou au Mas de Meng. Mais c'est vrai que c'est Vincent Boucher avec cette communication, il est en train de montrer que c'est un communicant aussi. Ce que les gens ne savaient pas et découvrent. Mais Vincent Boucher, ça a toujours été un communicant. Et c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Allez, c'est vrai que quand vous passez demi-heure à parler des crottes de chien, c'est un peu fatigant, quoi. Oui, rapidement. Ça fait partie des règles du jeu, ce qui vient de dire, voilà, ça fait partie des inconvénients. Un scoop, parce que quelqu'un demandait tout à l'heure que va devenir. Eh bien, il y aura une présentation résumée de ce qui se sera passé le 8 juillet. On ne sait pas encore où, mais le 8 juillet, il y aura une présentation. Tout comme les meetings, quand il a fait, qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont manifestées. Tu veux dire, il y aura un compte rendu, c'est ça? Il y aura un compte rendu. Il y aura un compte rendu, mais public. Et il recherche un endroit assez... c'est ce qu'il nous a déclaré au Chemin Bas la semaine dernière. Au Zénith de Montpellier, pareil, que ça va se faire. Dans les arènes. Sachant que peut-être, Claire, vous préféreriez qu'il y ait des congressistes au Palais des Congrès, parce que c'est l'objectif quand même, c'est que ce Palais des Congrès, ce sont des congressistes qui soient présents. Mais moi, j'avais pas du tout pensé à ça. Qu'est-ce que c'est que cette question-là de Qu'est-ce que vous en pensez alors? Claire, il fait la chanson, il se lève. Là, ça commence à aller mieux. Non, parce que je commence à me dire... Non, mais comment ça se dire quoi? C'est pour les congressistes, non, à la base? Oui, pour les joueurs de tarot. Pas pour les crottes de chien. Les championnats. Mais allez-y. Les championnats de France de tarot. Non, moi, je trouve ça très bien. Mais... bien sûr, il faut un mais, sinon c'est pas drôle. Il faut encore que, ensuite, bien sûr, ce compte-rendu soit fait, bien sûr, mais il faut pas rester à la surface des choses. Ensuite, il faut
Un maire doit, à un moment donné, prendre des décisions. On va faire d'arriver, Claire. Des actes. Non, mais je parle pour plus tard, bien sûr, cher Abdel. Donc, c'est très bien d'écouter les gens, mais il va falloir quand même rapidement qu'ils prennent des décisions, qu'ils tranchent, qu'ils fassent ce qu'il y a à faire, dans les écoles notamment et partout. Donc, il a un énorme chantier qui l'attend. Moi, ce que je trouve très bien, c'est ce qu'il a dit, parce que tout le monde s'attendait aux bolcheviks, à toute la clique, ce qu'il a dit à la réunion de la CCI, quand il a parlé aux entrepreneurs, et qu'il a dit, eh bien moi, je serai votre partenaire et on travaillera main dans la main. Donc ça c'est très bien. Et c'est pas que de la communication. Moi, je connais des gens qui sont dans son équipe. Bon, ML, couvreur, pour ne pas la citer, pour moi c'est l'incarnation je l'aime tellement, c'est l'incarnation d'une femme qui se donne corps et âme à ce qu'elle fait, et c'est l'incarnation de la sincérité. Et donc moi je me dis que c'est quelque chose qui devrait fonctionner. Et Salim, pour terminer sur ce sujet, je crois qu'Olivier voulait rajouter un petit quelque chose. Non, mais moi je trouve que c'est une excellente initiative, hein. Et puis moi je pense qu'il est sur une très belle dynamique là, le maire de Nîmes, avec l'attractivité qu'il peut avoir aussi autour de ces événements. Il y a quand même une chose que j'aimerais dire quand même, c'est pour une partie de la population il faut recréer du lien, et c'est ce qu'il arrive à faire entre une partie de la population et la politique. Je parle de politique en termes généraux. Je pense aux habitants des quartiers prioritaires, notamment à la jeunesse, qui est beaucoup en décrochage, parce qu'ils n'y croient plus aujourd'hui aux partis politiques, et on sent quand même qu'il arrive à recréer du lien. Mais il y a quelque chose qu'il faut faire attention, et ça je l'ai expérimenté moi, surtout au début de mon action associative, c'est que quand on crée de l'espoir, c'est un très court terme. C'est-à-dire qu'il faudrait vite mettre en place des choses, parce qu'il suffit qu'on arrive à créer de l'espoir chez un groupe de personnes, et que derrière on laisse retomber la vague émotionnelle, là c'est mort après. Là, on repart sur plusieurs années. C'est important de le dire, en effet. Donc, vraiment, il faut qu'ils saisissent cette dynamique-là. Vous vouliez rajouter un petit quelque chose ? Après la communication politique, effectivement, il y a la mise en place. Vous avez tendu la perche à Claire sur le palais des congrès. Moi, je voudrais rebondir là-dessus. Je ne mets pas en accusation c'est à vous que j'aurais dû poser cette question. La municipalité actuelle, mais simplement, je demande des chiffres, parce que moi, je m'inquiète. On a inauguré ce palais des congrès en octobre, ou fin octobre ou début novembre, je ne me rappelle plus exactement, 2025. On est en juin 2026. Je n'ai pas connaissance du nombre de congrès qui sont tenus. Donc j'aimerais bien voir le coût du congressiste par rapport à l'investissement. Mais très honnêtement, c'est très sérieux ma question, parce que je m'inquiète vraiment pour les finances. C'est pour ça que j'avais lancé la perche à Claire, elle l'a pas relevé. C'est très très inquiétant, qui plus est sans parking, je le rappelle. Je milite pas pour l'ancien parking qui était, la municipalité, le maire a pris sa décision, mais par contre, c'est un palais des congrès sans parking, 2 hôtels. Je rappelle que la chambre de commerce François de Nîmes, du Gard, a vendu son siège social. Oui. Son siège social et ça a permis la création de 2 hôtels de luxe qui vont dans la stratégie. Oui, mais factuellement, elle a vendu ses bijoux de famille. Oui. Oui. Factuellement. Non, alors attendez. Non, on est en train de remettre une pièce dans la machine. On va l'énerver. Il démarre au quart de tour. La même conception des bijoux de famille. Je vous prêterai pas mes bijoux. Là. Oui. Non, moi je voulais juste dire aussi, pour terminer sur Vincent Bouget, Amal Couvreur et son équipe, je trouve que quand même ils ont rapproché les banlieues du centre-ville. Les banlieues, les quartiers du centre-ville. Et ça, c'est quelque chose de bien, parce que quand on entendait il y a quelques années des jeunes qui étaient dans les quartiers dire on va à Nîmes, mais tu es à Nîmes. Et ça, il fallait leur dire. Il fallait leur expliquer. Est-ce qu'on a la certitude qu'ils étaient tous dans ces réunions Bonjour Nîmes? Non, ils n'y étaient pas. Il les a rapprochés. Ils y étaient pas. Dans les Je peux me permettre. Ils seront rapprochés quand il y aura les navettes avec plus de fréquence pour les rapprocher. Ils seront rapprochés quand il y aura le rapprochement, c'est pas forcément plus d'échanges entre les quartiers. Le rapprochement, ça peut être un effet psychologique aussi. C'est pas forcément que matériel, le rapprochement, c'est psychologique aussi. Est-ce qu'on se sent intégré? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si pas tous les habitants des quartiers viennent participer aux réunions, il y a beaucoup l'effet boule de neige aussi. Si on commence à voir qu'il y a une dynamique qui se crée, que certains ils commencent à y croire, derrière ça fait effet boule de neige de plus en plus. Allez, on va s'arrêter là, si vous voulez bien. On va dire juste un tout petit mot à François, qui est très content, parce que le premier meeting de Jean-Luc Mélenchon a été un franc succès à Saint-Denis il y a tout juste 8 jours, c'était dimanche dernier. Il a joué à la maison.
Alors oui, sincèrement, pour moi, c'était pas une surprise. Enfin, il y a 26 000 personnes. Enfin, 26 000 personnes, c'était quand même spectaculaire, François. Mais surtout, je relèverai une fois de plus, ce que je relèverai et qui pour moi est un point commun entre ce qui se passe à Nîmes, où on a réellement une équipe. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on dise, parce que je défends pas François, je défends pas Jean-Luc Mélenchon, mais quand même, quel est le parti politique Non, mais quelle est la personnalité aujourd'hui qui met 26 000 personnes dans la rue pour un meeting Faut arrêter. Ni le Rassemblement national, ni personne. Gabriel Attal, non, on peut pas dire ça. Gabriel Attal, il a réuni combien de personnes? Oui, 500. Oui, voilà. Franchement, Jean-Luc Mélenchon, faut dire la vérité. Non, c'était quelque chose d'exceptionnel. Olivier, quand même, on peut le reconnaître. C'est pas votre obédience, on l'a bien compris, mais on peut reconnaître qu'il a réussi. Quelque chose de spectaculaire quand même. Dit que c'était le tribun en France. Néanmoins, il dit si le Rassemblement national est élu, le troisième tour sera dans la rue. Si Jean-Luc Mélenchon est élu, le troisième tour, il sera dans la rue. Ah bah probablement. L'affrontement, il sera comme ça. En attendant, Olivier, l'un et l'autre aimeraient être à cette place-là, c'est-à-dire en face à face. Oui. Et il faut et c'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Il a installé le duel. Il faut pas tomber dans le piège. Mais c'est pas hier qu'il l'a installé. Ça fait des années qu'il a fait. À la fin, beaucoup sur ses copains de gauche. Maintenant, il passe sur le Rassemblement national. C'est pas sûr. C'est nos réactions. On sera là pour le raconter. Oui, merci à nos bien sociétaires d'avoir été là, de s'être déplacés un dimanche. Merci beaucoup. Je paye pas double, hein, mais je paye un double coup peut-être juste après l'émission. Merci à François d'avoir été là comme à chaque fois. C'est l'heure des remerciements parce que c'est la dernière de la saison. Donc je vais prendre une petite minute pour remercier. On va vous remercier vous, bien évidemment, pour votre participation. Merci à Romain Curat pour la préparation, la réalisation de l'émission de ce soir et puis toutes les autres, y compris vendredi dernier aux arènes de Lunel. Cette saison du club se termine donc ce dimanche soir après quelques centaines d'émissions, je les ai pas comptées, Romain, tout au long de l'année. On a démarré avec une hebdomadaire, François s'en souvient, le mercredi soir à 21h, c'était à l'automne. On termine cette semaine avec des quotidiennes chaque soir, même le dimanche. Je vais remercier bien sûr mes équipes, je pense à Coralie Mollaret, je pense à Corentin Corget, bien évidemment à François qui est là à mes côtés, qui a été là tout au long de la saison, à toute la rédaction particulièrement mobilisée lors de la séquence des municipales. On va remercier également les sociétaires parce qu'ils ont été là depuis le mois de janvier chaque semaine dans cette émission. Je voudrais avoir une pensée aussi pour Thierry Allard qui a passé 12 ans à mes côtés, qui part voguer vers de nouvelles aventures politiques à présent. On va vous remercier, vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, pour votre confiance. Vous ne vous trompez pas en nous lisant, en nous écoutant, en nous regardant. Notre rédaction va continuer son travail tout au long de l'été, bien évidemment. Et puis on va se donner rendez-vous à la rentrée avec une immense surprise. Mais on aura l'occasion de vous en parler d'ici là. Bon été à tous. Merci pour votre fidélité, votre confiance. À très bientôt.